Bonjour, aujourd'hui nous recevons Philippe Sorel. Bonjour et merci de me recevoir. Soyez le bienvenu. Là, nous vous recevons dans le cadre des entretiens publiés par La Glorieuse depuis 7 ans, tous les mardis. Voilà, alors je vais vous laisser vous présenter. Comment on vous présente aujourd'hui? Philippe Sorel, élu de la ville, de la métropole et chirurgien dentiste mutualiste à Montpellier, en exercice. C'est tout Voilà. simple. Autre chose? Non, je pense que ça suffit. Voilà, donc, bon, on va passer aux questions. Le numéro de rentrée, là, de début d'année 1064 de La Glorieuse, trame comment lutter contre le harcèlement, transport en commun, l'endroit où le sentiment d'insécurité est peut-être le plus présent. Oui, le harcèlement fait partie de ce sentiment d'insécurité que rencontrent les Montpelliérains qui en parlent. Effectivement, dans les transports en commun, il y a souvent des phrases mal à propos, il y a des réflexions, mais pas seulement dans les transports en commun, dans la rue, dans les relations des hommes et des femmes au quotidien. Soignant une vingtaine de personnes par jour depuis 3 ans, puisque je me suis remis dans le cadre de ma profession à travailler à temps plein, ce sont des histoires qui sont de façon assez répétitive mentionnées par les habitants de la ville. Les Et gens c'est vous en vrai. parlent? Les gens vous en parlent? Oui, bien sûr. Les patients? Vous savez, dans le cadre de l'exercice professionnel et garanti par le secret professionnel qui se trouve dans chaque cabinet médical, beaucoup nous font part de choses qu'ils ne peuvent pas dire dans la vie de tous les jours et à n'importe qui. Donc voilà, ça c'est le sujet de une. Ensuite, on revient sur des petits sujets croustillants de rentrée. Donc, on revient sur le sondage publié avant Noël, là, qui plébiscite le maire, et la série de doutes qui l'entourent. On a trouvé trois choses qui nous posent problème dans ce sondage. Voilà, on vous en fait part. Ensuite, les plages privées, le verdict amer, donc les plages privées à la Grande Motte, c'est fini. On revient aussi sur les révélations politiques et le lot de révélations politiques en 2023 et quid pour 2024. Donc c'est un article de fond. Et puis des entre autres, le coût de la ligne bus-tram, ligne 4, 42 millions d'euros. Voilà, et en ce moment on fait beaucoup de dépenses sur les transports et ailleurs. On va y revenir. Voilà, donc parlons du sondage. Donc en fin d'année, il y a eu celui de France Bleu, là, qui a été fait en catimini euh, entre 19h et 7h du matin. Voilà, qui était à votre sujet, qui vous désintégrait, en gros, pour faire court. Enfin, qui n'était pas très agréable. Et puis il y a eu ce plébiscite du sondage de l'IFOP Midi Libre, réalisé dans des conditions très contestables au sujet du maire, donc voir la glorieuse de demain. Est-ce que vous avez une réaction sur ces procédés de sondage qui sont quelque peu douteux? C'est assez simple. La réglementation en matière de sondage indique que lorsqu'un sondage est fait de façon officielle, il doit être déclaré à la Commission nationale des sondages. Et il se trouve que ni pour le sondage lancé par France Bleu Héros, ni celui qu'a commandé le maire de Montpellier ne sont mentionnés sur la liste des sondages qui concernent la ville. Alors, bien sûr, c'est facile de dire cela, mais je crois qu'il faut aller un peu plus loin, il faut demander des explications, parce que chaque sondage est un outil de manipulation de l'opinion, et il est important que ces sondages soient réalisés dans des conditions idoines, honnêtes et réglementaires. J'ai d'ailleurs moi-même écrit à la commission des sondages un mail qui est une preuve légale et tangible. C'est un courrier, un mail c'est pas un SMS, hein, c'est un mail. Et à ce jour, je n'ai pas de réponse de la commission des sondages puisque j'ai demandé dans quel cadre ce sondage avait été réalisé par l'IFOP, puisque j'ai vu que le directeur de l'IFOP prenait la parole également dans Midi Libre pour le défendre, ce sondage. Ça m'a rappelé vaguement une ancienne histoire qui s'était produite pendant les municipales, où les mêmes protagonistes, c'est-à-dire Midi Libre avec l'IFOP et avec ce coup-ci M. Altrad,
avait fait publier un sondage qui n'avait ni queue ni tête et que j'ai contesté immédiatement et qui a été rétabli le lendemain par Midi Libre en pleine page. Voilà, donc les sondages sont toujours sujets à caution. Pour être inattaquable sur un sondage, il faut qu'il soit déclaré à la Commission nationale des sondages. Et pour ces deux sondages, cela n'a pas été le cas. Et pour le second, celui de l'IFOP, je n'ai toujours pas reçu de réponse, ce qui est un peu dommage. Alors, le grand sujet à Montpellier, c'est les mobilités. Oui. Donc, le contournement ouest, qui a été un peu la cristallisation là, de la campagne du maire actuel. Le plan de circulation qui part à volo, on peut dire ça comme ça. Enfin bon, le plan de circulation qui est très compliqué, il y a des embouteillages partout. Voilà, Dubout, l'avenue Dubout, l'avenue de la Liberté, voilà. Et je ne parle pas des quatre boulevards. Enfin bon, quel est votre regard aujourd'hui sur tout ça? Je pense qu'il y a un ordre des choses à respecter pour que les décisions prises de changement dans une ville puissent être réellement acceptées par les habitants. La première chose à faire, c'est d'abord de concerter, d'expliquer. Ce qui, à ma connaissance, n'a pas été vraiment le cas pour le changement de circulation et de sens de circulation, dont les habitants sont un peu révulsés, ils me le confient aussi de façon assez régulière. Euh, la concertation, l'explication, et après on passe à l'action, d'accord, mais il faut au moins qu'il y ait une phase de concertation. La deuxième chose, c'est que le contournement ouest de Montpellier, qui est pour moi la pierre angulaire de l'édifice, n'a pas été réalisé et est loin de l'être. Il est loin de l'être car nous avions prévu de le réaliser rapidement avec un procédé de financement qui était le nôtre et accepté par l'État. J'avais d'ailleurs rencontré Madame Borne, alors ministre de l'Environnement et des Transports à l'époque, qui avait cédé la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire la construction qui appartient à l'État sur le contournement ouest, à la métropole de Montpellier, avec un financement à quatre, l'État, la métropole, le département et la région, pour fabriquer le rond-point dit de chez Paulette et 2 km de part et d'autre de ce rond-point, qui déjà fabriquait, je dirais, un tiers du COM, un peu plus d'un tiers du COM, du contournement ouest, qui aurait été fabriqué rapidement, parce que la maîtrise d'ouvrage appartenait ainsi à la métropole qui a des moyens d'action rapides, plus que l'État. Pourquoi fallait-il être rapide? Eh bien, la réponse est donnée hier et avant-hier, ou il y a 2 jours ou 3 jours, dans le quotidien local Midi Libre, qui a fait un article très clair sur l'expansion démographique sur l'ouest de la métropole. En effet, les quartiers de Montpellier, à l'ouest, grandissent, se densifient, gagnent de nouveaux habitants. Mais pas seulement les quartiers de Montpellier. Toutes les communes de l'ouest de la métropole, à l'exception d'une ou deux qui ont resserré leur plan local d'urbanisme, mais beaucoup sont dans une expansion démographique galopante. Je parle de Pignan, je parle de Saint-Jean-de-Védas, je parle de Saint-Georges-d'Orc, je parle de Cournon-Terral, Cournon-Sec, qui ont des apports d'habitants importants avec des programmes immobiliers. Et tous ces habitants-là vont devoir se déplacer sur l'ouest de la métropole, venir à Montpellier, déposer les enfants dans les collèges, dans les lycées, et le lycée de Cournon-Terral, qui devait être fait il y a maintenant 5 ou 6 ans par la région, n'est toujours pas réalisé, ce qui entraîne que 1000 enfants quotidiennement viennent dans les lycées de Montpellier. Ce sont des transports pendulaires qui viennent engorger encore davantage la ville. Donc ce contournement ouest était essentiel pour la non-embolisation de l'ouest de la métropole. Un autre choix a été fait, c'est de faire financer le contournement ouest par l'État, par Vinci, par ASF, sur demande à la fois du maire de Montpellier et du sénateur Jean-Pierre Grand. Il se trouve que ce
ce mode de financement a été débouté par l'État et qu'aujourd'hui, il a été réaccepté avec les ASF, mais sous conditions. Et dans l'article 2000 livres qui suit le premier, que je citais à l'instant, eh bien, ces conditions sont les suivantes. Il y aura un surpéage à Baillargues et à Saint-Jean-de-Védas pour financer le contournement ouest. Donc on passe d'une artère qui devait être gratuite entre l'A750, qui est toujours gratuite, et l'A9 qui ne l'est pas, à un surpéage sur les deux entrées de l'autoroute existante aujourd'hui pour financer ce bout de bretelle qui manque finalement entre les deux autoroutes. Ce n'était pas, lorsqu'on dit que les habitants de la métropole ne paieront pas le COM, oui et non. Ils vont le payer 2 fois. Ils vont le payer à l'entrée de Baillargues et ils vont le payer à l'entrée de Saint-Jean-de-Védas. Donc on ne peut pas dire ça. C'est mentir que de dire ça. C'est malhonnête de dire ça. Deuxième point, M. Salvador Núñez, qui est chargé du dossier chez Vinci, est très clair ce matin. Il dit « Nous ne sommes pas encore prêts de voir sortir de terre le COM, parce qu'il y a 2 enquêtes publiques à réaliser, dont une environnementale, ce qui est très compliqué. Il peut y avoir nombre de recours qui vont encore ralentir le processus, et évidemment, d'un projet qui devait arriver à terme rapidement, nous sommes arrivés à une chimère. Et lorsqu'on connaît le déficit de Montpellier en bretelles de contournement, eh bien, ceci n'est pas responsable. Cette décision n'a pas été responsable, car le COM que nous avions prévu et qui a été voté à l'unanimité à la métropole par tous les maires des 31 communes, eh bien, a été sacrifié sur l'autel du contrat qui a été passé aux élections municipales entre le Parti socialiste et les Verts, qui n'en voulaient pas. Voilà la réalité du dossier. La réalité, c'est que le COM qui était prêt à sortir de terre a été enterré et que les financements qui vont avec et qui aujourd'hui sont acceptés vont retomber sur la tête du contribuable et que les enquêtes publiques sont loin d'être commencées et donc loin d'être terminées, sans parler des recours qui peuvent s'y ajouter et rendre la mission totalement impossible. C'est extrêmement dommage pour la ville de Montpellier et pour sa métropole parce que le plan de circulation en pâtit. Si vous fermez l'avenue de la Liberté et vous la réduisez à une voie, si vous fermez Dubout, si vous fermez dans un sens les 4 boulevards, parce qu'ils sont fermés dans un sens, et d'autres artères de la ville, mais que vous ne faites pas les voies de contournement de la ville, ben vous embolisez 10 fois plus Montpellier. C'est clair, un enfant de 5 ans le comprendrait. Et la ligne 5 de tramway et les autres lignes de tramway ne régleront pas ça. Et les transports alternatifs doux que je cautionne, nous avons été les premiers à faire voter le SDMA, le plan d'aménagement cyclable de la métropole, en 2018. Mais tout le monde ne fait pas du vélo, tout le monde ne prend pas le tramway, et ceux qui viennent travailler à Montpellier n'habitent pas tous Montpellier, et ceux qui habitent Montpellier ne travaillent pas tous à Montpellier. Donc une ville, pour moi, c'est un équilibre subtil entre les différents déplacements. Ce n'est pas imposer une façon de voir et dire aux gens, à partir de maintenant, vous vous déplacez de cette façon et pas d'une autre. Voilà, ce raisonnement-là, pour moi, même si quelquefois il faut faire des choix qui sont un peu difficiles, ce raisonnement-là, pour moi, n'est pas concevable avec une gestion réaliste, non pas seulement des finances publiques, et on va certainement en parler après, Oui. mais de l'être humain tout simplement, de la liberté de chacun de pouvoir se déplacer, se mouvoir. Alors, quel est votre regard là, sur ces lignes, là, sur la ligne de tramway là, qui s'arrête en rase campagne, donc 1 kilomètre avant la Pied, 1 kilomètre avant la Vérune? C'était ce que vous aviez prévu au départ Non. parce qu'on a l'impression que
qu'on fait la même erreur que la ligne qui devait aller à la mer et qui s'est arrêtée à Pérols. On réitère les mêmes erreurs. Revenons 2 secondes sur l'historique de la ville de la ligne 5 de tramway de Montpellier. Le premier plan de passage, le premier tracé de la ligne 5 de tramway a été voté en 2013 sous Jean-Pierre Moore, c'est-à-dire un an avant les élections municipales. J'ai été le seul à voter contre. À 1 h du matin, puisque le conseil d'agglomération à l'époque se finissait très tard. Et pourquoi ai-je voté contre? Parce que le trajet que proposait Jean-Pierre Moore traversait le parc Montcalm. Et je m'étais engagé pour les élections municipales à protéger le parc Montcalm et à remodifier, recalculer, renégocier, reconcerter l'ouest de la ligne 5 de tramway en conservant la partie est et la partie nord. C'est ce que nous avons fait. Mais nous avons avancé les travaux en construisant le ring, c'est-à-dire la partie de la ligne 5 qui rejoignait les Halles les Sacs jusqu'à la place Albert Ier, qui termine le tour de la ville en tramway, mais qui fait partie aussi, partie intégrante de la ligne 5. Donc je peux dire que les seuls rails qui fonctionnent de la ligne 5 aujourd'hui et qui sont en usage, c'est nous qui les avons posés. Pour l'instant, je n'en ai pas vu d'autres. Un morceau de la ligne 1 créé par Georges Frêche sera utilisé, certes, mais de nouvellement construite dans le projet 5, c'est notre segment qui a été créé. Ensuite, nous avons négocié l'ouest de la ligne. Parce que le tramway traversait le parc Montcalm. Vous ne répondez pas à ma question, là. Si, je vais y répondre. Ah si, bon. si. Non, mais il faut comprendre les choses. Parce que certains disent, vous avez perdu du temps. Non. La déclaration d'utilité publique sur laquelle je vais revenir, l'actuelle majorité l'a reçue en juillet 2020, acceptée par les services de l'État. Donc le trajet officiel, qui est d'ailleurs conservé par l'actuelle majorité, ils travaillent sur un tracé qu'ils n'ont pas voté, ils ont voté celui qui passait par le parc Montcalm. Et pas seulement le maire de Montpellier, il y en a eu d'autres, il y a eu des écologistes aussi qui ont voté, en s'en défendant, en disant on ne l'a pas fait exprès, ou en disant on ne voulait pas, mais on nous a obligés à le faire. J'ai tous les articles à la maison, je ne vais pas les décrire ici. Mais le trajet ouest de la ligne permet aujourd'hui d'éviter le parc Montcalm, de desservir la route de la Vérune, de desservir les quartiers populaires du Pas du Loup, du haut de la cité Gély, mais aussi de tout le secteur d'Estanov, de la cité Paul Valéry, de desservir le stade de Rubis, de desservir Ovalie, qui était très peu desservi, et ensuite d'aller vers Bagatelle, où là aussi les quartiers populaires étaient mal desservis en transport collectif. Donc c'était véritablement une volonté que nous avions de reprendre la partie ouest. Et il faut du temps pour concerter parce que nous avons interrogé la population au cours de réunions publiques où les habitants étaient conviés de façon générale, mais pas sur invitation personnalisée. Tout le monde pouvait participer sans regarder qui, et on n'a jamais filtré personne. Hein, et on ne l'a pas fait sur invitation. Et nous avons eu, rappelez-vous, la variante Sophie, la variante Alain, et on a pris des propositions que nous proposaient les habitants, qui étaient beaucoup plus pertinentes pour certaines que celles qui étaient proposées par nos services. Dans cette déclaration d'utilité publique que l'actuelle majorité a reçue en juillet 2020, qui est la base du trajet du tramway, elle va de Clapier jusqu'à la Vérune. C'est-à-dire qu'elle va de la médiathèque de Clapier jusqu'à Girac, puis elle prend la partie nord, passe par l'intérieur de la ville et va jusqu'au rond-point dit de chez Paulette. Et ensuite, devait aller à la Vérune, mais le maire, même durant mon mandat, avait émis certaines réserves pour ce faire. Mais la DUP va de la Vérune jusqu'à Clapier. Alors on peut comprendre que les habitants de Clapier, qui attendaient cela avec
avec intérêt, puisque ça les dessert immédiatement, sans compter les travaux sur Girac, qui sont très complexes, et qui devaient être, je dirais, la zone dans laquelle devait se rabouter l'ensemble des habitants de Prades-le-Lez, ceux qui viennent du Nord. Ça complexifie tout, c'est sûr. C'est pour cela qu'il y a un collectif, d'ailleurs, qui se bat pour que la ligne 5 fasse exactement ce qu'elle a prévu de faire sur le papier, accepté par les services de l'État. Pourquoi, à votre avis, donc, ils ont raboté ces lignes aux extrémités? Ah ben, il faut leur poser la question, hein. Moi, je n'avais pas prévu de raboter les lignes. Et si jamais il y avait sur l'Avérune une autre façon de faire communiquer par un déplacement au niveau de service en site propre à la place du rond-point Genevois jusqu'à l'Avérune, on aurait pu en discuter. Mais il n'a jamais été question pour nous de modifier la déclaration d'utilité publique qui inscrit dans le marbre les deux endroits où elle commence, où elle termine, c'est-à-dire de Clapier jusqu'à la Vérune. Entre-temps, il y avait également une branche, la branche des Bouisses, qui elle aussi, je n'en entends plus parler. Donc ça fait quand même plusieurs économies de kilomètres qui ont été réalisées. Bon, voilà pour les mobilités. On va passer à la dette de la ville. Donc, quand vous avez rendu les clés en 2020, la dette était à 600 millions d'euros. Aujourd'hui, Non, elle était, nous avons rendu, c'était plus 600 millions d'euros. C'était pas une dette. c'était plus 600 millions d'euros. Et oui, nous avions des comptes totalement sains Positif. qui ont été validés par la Chambre régionale des comptes et qui ont été approuvés, voire ovationnés par l'Institut Montaigne. Donc, il y avait 600 Max millions Lévy. d'euros dans les caisses. Voilà, on va le dire comme ça, oui. Là, Max- aujourd'hui, l'ensemble des emprunts qui ont été mis en place s'élève à 3 milliards. Alors, j'ai vu. C'est-à-dire, en 3 ans, on a cassé la tirelire. J'ai vu que C'est le coût de la gratuité, ça? j'ai vu que dans la Glorieuse, vous aviez titré il y a quelques semaines 3 milliards d'emprunts à taux variable. À taux variable, oui. Bien, je n'ai pas vu à ma connaissance de démenti de l'exécutif actuel. C'est ce qui m'inquiète, parce que 3 milliards, ce n'est pas une paille. Ce n'est pas 3 millions, c'est 3 milliards. 3 milliards à taux variable, dans un contexte national et international, où est bien malin qui peut dire comment va être le lendemain, dans tous les domaines de l'action publique, et en particulier dans les finances, je trouve que c'est prendre énormément de risques. Si c'est le cas qu'il y ait eu 3 milliards à taux variable de réaliser réellement au niveau des emprunts, c'est endetter la ville pour 30 ans. C'est irresponsable. Je suis très inquiet, d'autant que le président de la commission finances de la métropole, M. Guizepin, m'a indiqué qu'il avait posé toutes ces questions-là à l'exécutif et qu'il attendait toujours la réponse. De toute façon, nous allons peut-être écrire un courrier dans les jours qui arrivent. Là, c'est les fêtes et j'en profite d'ailleurs pour présenter mes voeux à l'ensemble des Montpelliérains, des habitants de la métropole, ceux du département et de la région Occitanie, que j'affectionne particulièrement. Eh bien, je pense que dans les jours à venir, nous allons faire un courrier argumenté. J'en ai parlé à Max Lévita, que j'ai eu longuement au téléphone hier, à la fois à la Chambre régionale des comptes et au préfet de l'Hérault. Parce que 3 milliards à taux variable, je dirais que ça dépasse l'entendement. Voilà. Donc, alors revenons aussi sur vos affaires. Alors, quand vous étiez maire, là, il y a plus de 3 ans, 3 ans et demi même, vous aviez eu des procès, une série de procès de la part d'élus de la métropole, entre autres, qui vous a accusé de détournement de fonds publics. Oui, Donc ces procès, bon voilà, aujourd'hui vous les avez gagnés. Il y en a d'autres à venir ou les dossiers sont clos là, c'est fini maintenant? On passe à autre chose? Lorsque je fais allusion aux 8 procédures que j'ai gagnées,
je fais allusion aux procédures dont le résultat et le jugement a été donné après les élections municipales. Le timing a une importance capitale. On me fait des procès pendant la durée des élections, si vous voulez, et le verdict est rendu après les élections. Et vous savez autant que moi que même si vous n'êtes pas coupable, le tribunal médiatique, c'est-à-dire les médias, s'emparent de ces plaintes, même s'il n'y a jamais eu de procédure. Et elles traînent autour de vous un halo, je dirais, de suspicion. Voilà, on va le dire comme ça, gentiment, je vais le dire. Il se trouve qu'aujourd'hui, les élections municipales sont terminées. Les 8 procédures ont été gagnées et les 2 dernières étaient l'œuvre de 3 élus de la métropole, mais qui étaient accompagnés d'autres élus, une dizaine en tout, hein, une dizaine en tout, ceux qui ont manifesté dans la cour du tribunal correctionnel en me traitant de tous les noms, et ils ont perdu sur tous les plans. Sur tous les plans. À l'époque, j'avais indiqué que je me retournerais contre ces élus en dénonciation calomnieuse. C'est ce que je vais faire avec mes 2 avocats qui suivent mes affaires, maître Anthony Chabert du barreau de Montpellier et maître Paul Lefebvre du cabinet Kiechmann, barreau de Paris. Voilà, c'est tout simple. Très bien. Pour la publicité pour les avocats. Bon, un autre dossier important, l'affaire du stade. Donc, vous le vouliez à Cambacérès. Nous avions bouclé. Je ne voulais pas. Nous l'avions proposé, il avait été accepté, concerté, financé. Nous avions tout bouclé et nous avions choisi les emplacements pour qu'il soit à Cambacérès. Oui. Pourquoi? Parce que le stade de la Mosson aujourd'hui, il est en zone rouge du PPRI, il est en terrain inondable. Alors Voilà. j'entends ici et là des gens qui disent il faut le restaurer, mais ils ne connaissent pas la loi. Ils ne connaissent pas la loi. Le préfet d'ailleurs, les préfets successifs ont tous indiqué que le stade, il fallait à un moment le reconstruire, et qu'on ne pouvait pas le reconstruire sur la Mosson, parce qu'on était dans le lit majeur de la Mosson, et qu'en 2017, il avait été renversé par les crues 2 fois, avec des sommes astronomiques pour les assurances. Donc c'est pas possible. Il faut, il faut véritablement le construire ailleurs. Et nous pensions que Cambacérès, avec le club, avec les supporters, avec tous ceux qui aiment le foot à Montpellier, qui ont envie de garder le MHSC ici, à Montpellier, euh, le long de l'autoroute, stade Louis-Nicolin, l'architecte avait travaillé, nous étions prêts. Voilà, nous étions prêts. Nous avons été retardés par l'État qui nous a donné au dernier moment, sur le premier site à Cambacérès que nous avions choisi, le code d'atterrissage de l'aéroport, mais bon, ça peut arriver, hein, les services de l'État. Nous avons modifié les choses pour que cela n'interfère pas, et nous l'avons situé le long de l'autoroute, dans le quartier Cambacérès. C'était le meilleur emplacement, surélevé, parce que je veux bien qu'on le fasse à Pérols. Mais Pérols, Donc, qu'on ne m'explique pas après qu'il va y avoir une montée de l'eau de la mer dans les 30 ans à venir. Pourquoi le construire en plaine à côté de la mer alors? Et à alors, côté de l'étang de l'Or? alors, vous qui avez suivi ce dossier de près pendant Mhm. longtemps, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, le dossier du stade est enterré? Comme le contournement ouest, il n'est peut-être pas enterré, mais il a beaucoup de plomb dans l'aile. C'est un renoncement de plus. C'est un renoncement de plus. Ce sont des équipements. Je ne mets pas le stade et le contournement ouest sur le même plan. Le contournement ouest, c'est l'embolisation totale de la métropole. Le stade reste le stade. C'est un objet. Hein, c'est un objet architectural qui sous-tend une économie avec le musée de Louis Nicolin qui était prévu à l'intérieur, avec un usage qui peut être extrêmement varié, hein, puisque les stades aujourd'hui sont utilisés pour d'autres choses que le football, lorsque le foot, les matchs ne sont pas là, ne l'occupent pas. Ce qui est dommage, c'est que beaucoup d'entreprises qui étaient OK pour financer le club à Montpellier se sont retirées. Parce que le faire à côté du Zénith, dans un endroit
Vous savez, le site de Cambacérès est un beau site. La gare TGV, le tramway, Hmm. l'autoroute, la proximité de l'aéroport. Euh, les parkings foisonnants que nous avions prévus. C'était un site merveilleux. Pourquoi l'avoir changé? Il faut leur poser la question. Moi, je ne réponds pas à leur place, hein. C'est politique, hein. On verra ce qu'ils font. On verra ce qu'ils font. Si le stade, ils le sortent ou s'ils ne le sortent pas. Le contournement de Ouest, il est prévu pour 2030. S'il se fait. S'il se fait. Alors, imaginez le stade. Alors, l'autre réalisation de votre mandature, on dit ça comme ça? Oui. Mandature, c'est le MoCo. Quel est votre regard vis-à-vis de l'évolution du MoCo? Le MoCo, nous avons fait des réalisations en termes culturels, mais pas seulement, dont certaines ont été inaugurées d'ailleurs par l'actuelle majorité. Le conservatoire, nous l'avons fait. C'est un merveilleux outil à la place de l'ancienne maternité, avenue Grasset. Ensuite, nous avons fait le MoCo, que nous avons inauguré avec le ministre de la Culture, parce que nous avions dans l'idée de faire un centre d'art contemporain lié aux collections du monde. C'était illustrer, je dirais, Montpellier, pas capitale de la culture, mais Montpellier, non, non, je ne peux pas dire ça, mais Montpellier, citoyenne du monde, on va le dire comme ça, citoyenne du monde. Et Montpellier a cette capacité, comme les grandes capitales, même si elle n'en est pas une, de recevoir des populations du monde entier. Et c'est une richesse extraordinaire. Par ses universités, par ses entreprises, par également ses étudiants, par ses artistes. L'évolution du MoCo. Vous Vous avez un savez, regard lorsque nous là-dessus? avons choisi Nicolas Bourriaud, nous avons choisi une pointure internationale. Voilà, ma réponse est celle-là. Et celui qui l'a remplacé? Question pour un champion. J'ai répondu. Alors, on va parler politique maintenant. Votre groupe d'opposition au sein du conseil municipal est un peu mou. Euh, Par exemple, vous ne présentez pas de budget alternatif à celui de Michael Delafosse. On a l'impression que vous avez un peu lâché prise. Pourquoi? Nous avons, là aussi c'est pareil, c'est comme le contournement ouest ou c'est comme la cinquième ligne de tram, il faut faire un peu l'historique. Nous avons conquis la ville en 2014 avec une équipe citoyenne divers gauche écologiste contre tous les partis politiques. C'est la première fois au XXe siècle, au XXIe siècle et au XXe siècle qu'une grande ville était gagnée de cette façon, sans parti politique. C'est une chose exceptionnelle, exceptionnelle. Mais avec ses avantages, avec ses inconvénients. Ses avantages, c'est la liberté, la grande liberté d'action. Et si nous n'avions pas eu cette liberté, nous n'aurions pas pu construire la métropole de façon démocratique. Parce que le gouvernement socialiste de l'époque, François Hollande, je ne me souviens plus comment s'appelait la secrétaire d'État qui était n'avait pas souhaité que Montpellier soit à la fois capitale régionale avec la grande région, puisqu'elle avait donné le titre à Toulouse, mais elle ne l'avait pas inscrite dans la loi MATPAM pour les métropoles automatiques. Il a fallu la construire démocratiquement. Et le Pour- fait de ne pas être dans un parti aide, parce qu'on Pourquoi, rassemble. pourquoi ne présentez pas, par exemple, un budget alternatif à celui de Michael Delafosse? Euh, c'est ce qui intéresserait les Montpelliérains, de savoir s'il y a une autre façon de gérer les deniers publics. Je pense que il y a deux façons de voir les choses. Ce que vous indiquez, Monsieur Cuchin, d'études, mais je crois que, enfin moi, je ne suis pas parti sur cette idée-là. Budget alternatif, c'est utiliser de façon ou d'une autre les anciens remèdes. Voilà. Je crois que les Montpelliérains ne sont pas des imbéciles et ils voient ce qui leur arrive. Et ils voient que la ville est compliquée au quotidien. Ils voient que le plan de circulation est extrêmement difficile pour eux. Ils voient que les tramways sont bondés pour aller travailler et qu'avec la gratuité, ils vont être encore davantage bondés
Et que souvent, il faut attendre non pas le premier, non pas le second, mais le troisième tramway pour aller travailler avec 3/4 d'heure de retard. Ça, ils n'ont pas besoin de moi pour le voir, hein. Parce que vous me dites que vous n'avez pas d'axe idéologique, que vous êtes sans Non, j'ai parti. pas dit ça, j'ai pas dit ça. Attendez. Vous allez trop vite, monsieur Cuche. Vous allez trop vite. Ne pas être, 33 minutes. Hein. ne pas avoir de parti politique, c'est ne pas avoir d'axe. C'est pas la même chose que de ne pas avoir d'axe idéologique. Notre axe idéologique, c'était une équipe citoyenne au service de la ville. Cette équipe de citoyens, elle rassemblait des gens issus du Parti socialiste, mais non encartés, des gens issus du Parti républicain, non encartés, des gens issus des Verts, du Parti communiste, des gens de la société civile qui n'avaient jamais fait de politique. Mais c'est pas un peu compliqué ça? Parce Si, que vous avez connu 10 départs dans mais votre groupe oui, majoritaire. mais oui, c'est compliqué. Là, vous êtes un groupe minoritaire et vous avez eu 6 démissions. Mais oui, c'est Est-ce que compliqué. c'est la conséquence d'être sans parti, tout ça? Oui, bien sûr. Parce Les que, gens, ils veulent être dans un parti, en fait. non, C'est l'échec du sans parti. la conséquence, c'est que, non, c'est pas un échec. C'est un mouvement naturel de l'humanité. Lorsque vous gagnez un match de football, eh ben, tout le Vous monde avez a une gagné. équipe. Vous avez une Voilà, équipe. l'équipe a gagné. Voilà. Mais quand vous avez perdu le match de football, ben, chacun change de club. Non, mais Voilà. enfin, Moi, je n'ai pas changé de club parce qu'avec un certain nombre de mes collègues, nous restons fidèles à un projet. Ce projet, nous l'avons indiqué dans notre programme des élections municipales. comment Par vous exemple, la expliquez, comment gratuité. vous expliquez que vous ayez eu 10 démissions dans votre groupe majoritaire et Michael Delafosse, par exemple, qui a un groupe majoritaire vraiment Partisans, divers aussi. partisans, Pour l'instant, il y a 0 démission. partisans. Il y a une majorité de socialistes, de verts, de communistes, tous organisés en groupe. Voilà, c'est le schéma classique. Moi, j'ai fait partie Vous aviez des chiens fous, en fait, on a- Non, mais qui partaient un peu dans tous les vous sens. savez, en 2014, tout était socialiste, hein. La ville, l'agglo, le département, la région, le CHU, l'OPAC, tout était socialiste. Moi, vous savez, j'ai pris avec moi ceux qui étaient volontaires. D'accord. Et pour la plupart, ils ont travaillé honnêtement. Je répète, ils ont travaillé honnêtement au service de Montpellier et des Montpelliérains. Voilà. Donc, c'est un grand merci que je leur donne. Jamais on n'aurait pu construire la métropole sans eux. Donc, il faut être honnête dans les choses. Après, nous ne faisons pas partie. Je connais la vie des partis. J'ai été secrétaire de section au Parti socialiste. J'ai été 20 ans dans un parti. Je connais tout ça. Mais pour moi, le temps a changé. L'époque n'est plus la même. Et ce que nous avons eu comme avantage lorsque nous avons gagné la ville, nous l'avons eu comme inconvénient lorsque nous l'avons perdu. Qu'est-ce que Mais vous moi, avez... je ne leur en veux pas. Chacun fait ce qu'il veut. Quelles sont les leçons que vous avez tirées de votre défaite en 2020? Je pense que c'est vrai, c'est difficile de gouverner sans structuration plus importante que celle que j'avais. Il fallait beaucoup plus structurer. Puis bon, c'est une élection un peu particulière, hein. J'ai été opéré, j'ai pas fait de campagne. J'ai demandé aux gens au premier tour de ne pas aller voter parce qu'ils étaient en danger avec le Covid. Mettez-vous à ma place. Je suis soignant. Et je dis aux gens, allez voter alors que vous risquez votre vie. Je ne peux pas dire ça. Je leur dis, n'allez pas voter. Voilà. Et il y a eu 70% d'abstention au premier tour. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont produites pour cette élection. Je ne cherche pas d'excuses, hein, c'est pas du tout. Moi, j'assume. Ce n'est pas un souci. Parce que je considère qu'on apprend quand on gagne, on apprend quand on perd, on apprend tout le temps. Alors, Voilà. la question, c'est quelle leçon avez-vous tiré de votre défaite? Mais la leçon, c'est que il faut sans arrêt travailler. Voilà, il faut continuer à travailler pour la ville de Montpellier. Moi, je ne baisse pas les bras. Tout ce qui concerne la vie des Montpelliérains m'intéresse. Tout ce qui concerne la vie quotidienne des Montpelliérains, tout ce qui concerne leurs soucis, leurs préoccupations, leurs aspirations, fait partie de mon ADN. Moi, je suis né ici, je connais bien Montpellier. Voilà, même si je ne suis pas en première ligne, même je continue à les soigner. Voilà, la leçon, c'est que on peut être utile à tous les postes.
Alors, actuellement, là, le maire agite le chiffon rouge LFI. Euh, alors, j'ai deux questions. Est-ce que vous pensez que la ville peut tomber chez LFI? La deuxième question, dans quel état voyez-vous la gauche, on va dire, socialiste, socialiste, démocrate, enfin, je ne sais pas comment on peut l'appeler, qui est pas LFI, à Montpellier? D'où vous venez un peu, enfin, la gauche fraîchiste. Non, je Euh, pense que le gouvernement et le président de la République a beaucoup parcellisé, je dirais, l'ensemble des partis traditionnels. Euh, il est difficile aujourd'hui de répondre à votre question parce que ce qui est de la droite aujourd'hui était de la gauche hier et inversement, quoi. C'est très compliqué. Très compliqué. Moi, je ne réagis pas en termes de gauche-droite. Je réagis en termes d'utilité. Qu'est-ce qui est utile pour les habitants au quotidien? Voilà comment je réagis. Que faut-il faire pour que ça aille mieux? C'est mon raisonnement essentiel. J'entends aujourd'hui beaucoup de levées de boucliers sur la préférence nationale qui est prônée par le Front National. Mais la préférence nationale, ça a été l'apanage du Parti communiste pendant des années. Donc, il faut faire attention quand même. Il faut regarder un peu l'histoire des idées politiques et des partis. Je considère qu'aujourd'hui, vu l'état dans lequel se trouve le pays, le pouvoir d'achat, l'inflation, la difficulté des gens à boucler les fins de mois, je crois qu'il faut être utile. Voilà, donc je reprends la question que vous m'avez posée précédemment. On peut être utile à tous les postes. Est-ce que vous regrettez de vous être présenté aux législatives? Pas du tout. Pas du tout, non, non. Il fallait que je fasse cette aventure. J'ai jamais été candidat aux législatives. C'est la seule fois dans ma vie. Et pourquoi je l'ai fait? Parce que je voulais reprendre goût à la chose politique. J'ai refait des marchés, rencontré des gens, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Mais quand vous Non, mais le allez... résultat est quand même décevant. Mais non, mais vous ne pouvez pas dire ça, monsieur Cuche. Vous ne pouvez pas dire ça. Ah si, si, je le Non, dis. non, mais vous avez tort. Parce que vous avez tort, je vais vous dire pourquoi. Parce que l'élection législative, c'est une élection de parti politique. Et quand vous y allez sans parti, ben vous faites le score des 100 partis. Quand je suis allé au régional en 2015, j'y suis allé sans parti. Vous avez fait un bon score. J'ai fait 5,001, mais sur la région de 6 millions d'habitants. 101 757 voix. Vous aviez fait un meilleur score que pour les législatives. Oui, mais attendez, depuis À 2 ans, Montpellier, à Montpellier. la circonscription était à 90% rurale. La troisième circonscription. Il n'y a Oui, que mais deux enfin. bureaux de Montpellier. Non, Est-ce que, non. est-ce que, Si j'avais voulu être candidat aux législatives à Montpellier, je me serais présenté sur la circonscription de la Payade. et Ce pourquoi que vous je l'avez n'ai pas pas fait? fait. Pourquoi vous l'avez pas Mais fait? parce que ce n'est pas ce que je voulais. Ce que je voulais, c'est reprendre. Moi, je prends du plaisir. C'est moi qui paye mes campagnes. Je fais ce que je veux. Si j'ai envie de me présenter à une élection, je me présente à une élection. Je ne demande pas l'avis à Paul, Pierre ou Jacques. Vous vous présentez par plaisir, vous vous présentez Ouais. pas pour gagner. Mais comment voulez-vous gagner sur la troisième circonscription sans parti politique? Je sais C'est pas. impossible. Impossible. Mais par contre, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler. Est-ce que vous pourriez être candidat en 2026? Oula, c'est pas à l'ordre du jour. Aujourd'hui, Vous vous savez, pourriez, j'ai dit pourriez. c'est un C'est, conditionnel. c'est oui ou non. Ah non, ça ne marche pas comme ça. Si, Vous êtes dur. Tu veux ou tu veux pas? Non, non. Aujourd'hui, je suis dans ma phase de boulot. Hein, je travaille, je soigne les habitants de Montpellier et des environs. Pardon. Et moi, je ne suis pas à la retraite. Hein, je serai à la retraite l'an prochain. Et je verrai à ce moment-là si j'ai envie de faire de la politique, de continuer ou pas. C'est tout. donc vous pourriez, quoi. C'est Pour pas le, exclu. pour le moment, moi, j'exclus rien de, de mes souhaits, des aventures que je peux mener. Ce qui est important pour moi, c'est pas d'être candidat. Ce qui est important, c'est d'être utile. Voilà, donc je serai là où je pense être le plus utile. C'est c'est- D'accord. c'est tout simple. C'est Et tout donc, simple. C'est tellement simple que personne ne comprend. ah si, si, moi aussi c'est compréhensible d'être utile, hein. Vous êtes utile dans votre métier. Voilà.
Vous êtes utile. Vous savez, quand vous avez fait, moi ça fait longtemps que j'ai fait de la politique, donc je connais un peu les fonctionnements des choses. Toute la journée, les gens me demandent, me disent, Monsieur Sorel, j'ai un souci avec mon appartement, comment je dois faire pour remplir ce papier, à qui je dois m'adresser. Toute la journée, je fais ça. Vous êtes un peu assistante sociale aussi. Mais vous savez, les soignants sont tous comme ça. Alors, on a parlé tout à l'heure des difficultés d'être en mode indépendant Oui. en politique. Au cas où vous vous présentiez, ce serait toujours en indépendant, parce que Ah non, mais j'ai été chassé. Patricia Miralles présente Renaissance, Stéphanie Janès est partie chez Horizon. Donc, Ne me parlez pas des partis politiques. le côté couleur politique se bouche un peu. Non, mais je n'ai pas de parti politique. Toujours pas. Mais non. Et vous me dites que pour gagner aux législatives, il faut un parti Mais les politique. législatives, c'est une élection nationale. C'est pas une élection locale. Les circonscriptions sont locales, mais on est dans une écurie présidentielle. Donc toujours sans parti politique. Moi, je fais de la. J'ai été exclu du Parti socialiste en 2014. Voilà, j'assume mon positionnement d'exclu. Ça me va très bien. Vous êtes toujours exclu. Ça me va très bien. Très bien. Bon, ben, je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Et encore merci de m'avoir convié.